Salam alaikum, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes. Où que vous soyez dans le monde, je suis Abdoulaye Timera, votre présentateur, et je suis bien sûr ici à Dakar, au cœur du Sénégal, là où l'actualité se fait, se défait et se cache parfois. Et ici, à Cincinnati, votre fidèle serviteur Racine Sadendjak, je suis très honoré et content d'être à ce rendez-vous à des milliers de kilomètres de Dakar, mais toujours avec un regard qui ne quitte jamais ni le Sénégal ni l'Afrique. Ce soir, quatre dossiers explosifs que nous allons décrypter ensemble. Un divorce pétrolier qui interroge notre souveraineté économique, un avant-projet de loi sur les partis politiques qui va transformer le paysage politique sénégalais, un paquet de réformes constitutionnelles et électorales sans précédent dans l'histoire de notre pays et une crise sécuritaire au Mali qui menace l'équilibre de toute notre sous-région. Racine, êtes-vous prêt? Absolument, mon cher Abdoulaye. Toujours prêt, parce que nos auditeurs méritent mieux que des opinions déguisées en informations. Avant de commencer, un mot sur comment nous rejoindre sur Regard sur le Sénégal, c'est sur Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube, sur TikTok, sur X, sur Spotify, sur Apple Podcast, partout où vous êtes, nous sommes là aussi. Cherchez simplement Regard sur le Sénégal. Alors, c'est parti, vous regardez et vous écoutez Regard sur le Regard Sénégal. sur le Sénégal. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Racine, un moment qui nous tient énormément à cœur pour vous qui nous suivez depuis le premier jour de notre podcast depuis Dakar, Kaolack, Thiès, Ziguinchor, Kolda depuis Paris, Brazzaville, Kinshasa, Lyon, Marseille depuis New York, Washington, Montréal depuis Rome, Madrid, Lisbonne et depuis tant d'autres villes où battent des cœurs des Sénégalais. Vous êtes là et ça change tout. Racine, voulez-vous leur dire quelques mots? Bien sûr, Abdoulaye, ce sont des mots de joie et on est très content ici à Cincinnati. Je reçois vos messages sur Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube. Certains d'entre vous nous écrivent même tard dans la soirée, juste pour nous dire que notre analyse les aide à mieux comprendre le Sénégal et l'Afrique. C'est exactement pour ça qu'on fait ce podcast. Pas pour la gloire, juste pour l'utilité citoyenne. Exactement. L'un d'entre vous nous a écrit et ça nous a profondément touché que nous comblions le vide laissé par une institution comme la Voix de l'Amérique, ce service qui pendant des décennies a informé les Africains avec rigueur, indépendance et objectivité. Nous ne prétendons pas les remplacer, mais nous prenons ce défi au sérieux épisode après épisode. Racine, un dernier mot. Merci infiniment à vous tous qui nous suivez. Et car chaque abonnement sur Spotify ou Apple Podcasts est un acte citoyen. Chaque partage sur WhatsApp ou Facebook est un acte de résistance contre la désinformation, contre les fake news. Chaque vue sur YouTube, chaque like sur TikTok ou sur X est un vote de confiance que nous nous attendons à honorer. Continuez à nous soutenir et nous serons là pour vous. Cosmos Énergie et Sénégal, le divorce de 2 milliards de dollars. C'est notre premier sujet de ce podcast. Pour ce premier sujet, il est lourd de sens. Je suis ici à Dakar, là où les rues parlent de pétrole, de gaz, de souveraineté et de rupture. Cosmos Énergie et le gouvernement sénégalais ont officialisé leur séparation. Racine, donnez-nous le contexte historique économique. Abdoulaye, posons les bases pour comprendre ce divorce qui était prévisible. Il faut comprendre le mariage entre Cosmos et l'État du Sénégal. Cosmos est une compagnie américaine cotée à la bourse de New York. Elle découvre en 2014
avec ses partenaires les champs gaziers à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie. Un jugement colossal, estimé à plus de 15 000 milliards de pieds cubes de gaz naturel. C'est suffisant pour alimenter le Sénégal en énergie pendant plusieurs générations. Sous Macky Sall, le Sénégal avait structuré ses participations autour de Petrosen, avec 10% dans le projet GTI, BP étant comme opérateur principal et Cosmos comme partenaire stratégique. Le nouveau régime Faye Sonko arrive avec une doctrine claire: souveraineté des ressources, renégociation des contrats, augmentation de la part sénégalaise. C'est dans ce contexte que la rupture avec Cosmos est intervenue et on l'avait déjà annoncé depuis très longtemps. Tout à fait. Les chiffres, Racine, quel est l'enjeu financier réel? Cosmos Energy détient une participation d'environ 27%, une valorisation estimée entre 1 et 1,5 milliard de dollars selon les analystes. Mais Ablaï, mon analyse porte sur 3 enjeux majeurs. Le premier enjeu, c'est le signal aux investisseurs. Quand une compagnie américaine annonce des tensions avec Dakar, les investisseurs institutionnels prennent note et pas positivement. Le deuxième enjeu, c'est la capacité opérationnelle. Exploiter du gaz offshore à plus de 2700 mètres de profondeur, c'est une technologie de pointe. Petrosen, certes, monte en compétences, mais n'a pas les ressources pour pouvoir le faire. Et opérer seul des plateformes offshore, il y a encore un fossé considérable pour Petrosen. Le troisième enjeu, c'est le timing. C'est un risque opérationnel que personne ne devrait sous-estimer. Il y a un quatrième enjeu qui rejoint directement la révision constitutionnelle. Le nouvel article 25.1 de la Constitution affirme désormais que les ressources naturelles appartiennent au peuple et que le gouvernement est tenu d'informer l'Assemblée nationale de la signature de toute convention sur les ressources naturelles. C'est une constitutionnalisation de la souveraineté sur les ressources. Cosmos, c'est peut-être le premier test de cette nouvelle doctrine que nous sommes en train de voir actuellement à Blaye. La souveraineté, Racine, c'est l'argument fort du gouvernement, votre lecture analytique. La souveraineté économique est un objectif noble et nécessaire à Blaye, mais elle se construit, elle ne se décrète pas. Les modèles africains qui ont réussi sont le Botswana avec les diamants ou le Ghana avec son pétrole. N'ont pas chassé les investisseurs étrangers, ils ont renégocié progressivement en construisant d'abord les capacités nationales nécessaires. La vraie souveraineté à Blaye, c'est quand on a les moyens de ses ambitions, pas quand on affiche des ambitions dont on n'a pas encore les moyens. Et c'est la nuance à Blaye que le débat public sénégalais doit s'autoriser à faire. Analyse sans complaisance, je suis bien sûr ici à Dakar. Passons au deuxième sujet, Racine, depuis Cincinnati. Toujours ici à Cincinnati, et ce deuxième sujet est absolument fondamental, mon cher Ablaï. Le gouvernement vient de publier un avant-projet de loi relatif aux partis politiques, 36 articles pour remplacer la loi du 6 mai 1981, vieille de 40. Ablaï, ce texte est historique. Le Sénégal compte aujourd'hui plus de 300 partis politiques enregistrés pour 17 millions d'habitants. Un ratio proprement intenable pour un système économique, pour un système démocratique sain. La plupart de ces partis n'existent que sur le papier, sans militants réels, sans programme sérieux, sans ancrage territorial. Ablaï. Tout à fait, Racine. Qu'est-ce que ce texte peut changer concrètement pour la création des partis politiques actuellement au Sénégal? Bon, le premier changement majeur, c'est le nouvel article 7 qui impose 15 000 parrainages répartis au moins dans 7 régions sur les 14, avec un minimum de 500 parrains par région. C'est une barrière à l'entrée significative. Un parti de salon fondé par un individu pour des ambitions personnelles, Ablaï, ne peut plus passer. C'est l'objectif de la rationalisation. Ensuite, c'est quelque chose de fondamental pour le bien-être de notre démocratie. Et pour les partis existants,
Bon, pour les partis existants, l'article 35 impose une mise en conformité avant le 31 mars 2027 sous peine de dissolution. Chaque parti doit produire ses statuts actuels, sa composition de bureau, ses états financiers, certifiés par un comptable agréé et preuve d'un siège fonctionnel permanent. Mon analyse sur 300 parties enregistrées, combien ont des états financiers certifiés à Blaye? Combien ont un vrai siège permanent? Une minorité. Ce texte pourrait réduire de 80 à 90% le nombre de partis au Sénégal, mon cher Ablaye. Alors, le financement public, une nouveauté majeure, le mécanisme. Bon, l'article 34 précise que le financement public entre en vigueur à partir de l'année budgétaire 2028. Deux séries de critères cumulatifs. Le premier critère d'éligibilité, c'est le siège permanent, principal permanent. 3 sièges secondaires dans différentes régions. Une participation électorale au moins une fois sur 5 ans. Un compte bancaire actif, des instances statutaires tenues régulièrement, des rapports d'activité et un inventaire annuel à Blaye. Les critères d'admission sont soit 5% des suffrages à la présidentielle, soit au moins un député. Cela se traduit, seuls les partis réellement implantés accèdent à l'argent public. Les partis coquilles sont exclus. Le contrôle est confié à la Cour des comptes et le texte interdit les dons anonymes, les financements étrangers, les crypto-monnaies, qui est une première au Sénégal, et les financements des entreprises publiques. L'exception notable, c'est que la diaspora sénégalaise peut financer les partis et ça, c'est un point d'interrogation à Blaye. Alors, votre analyse critique, Racine, et les risques de ce texte. Pour les risques de ce texte, à Blaye, je constate 3 risques majeurs. Le premier risque, c'est la concentration du pouvoir politique. Il y a moins de partis qui peut signifier, s'il y a moins de partis, cela peut signifier moins de diversité. La démocratie a besoin de pluralisme, même des petites voix. Le deuxième risque, c'est l'instrumentalisation administrative. Si c'est le ministre de l'Intérieur qui valide les parrainages et délivre les agréments, l'arbitraire administratif est possible à Blaye. Et le troisième risque, c'est le délai de mise en conformité. Le 31 mars 2027, moins de 2 ans, pour des partis d'opposition qui peuvent disparaître non pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons administratives. La nuance est capitale. Il y a des points positifs. La rationalisation est nécessaire. Le financement public met fin au financement opaque et l'interdiction des crypto-monnaies est une disposition visionnaire aussi dans ce sens. Mon verdict pour ce cas Blaye, ce texte va dans le bon sens, mais il devra être appliqué avec une impartialité absolue pour ne pas devenir un instrument de domestication de l'opposition à Blaye comme on le voit un peu partout à travers le monde. Alors, Racine, un verdict équilibré. Je suis bien sûr ici à Dakar. Passons au troisième sujet, le plus vaste de ce soir, Racine depuis Cincinnati. Oui, ici à Cincinnati, ce troisième sujet est absolument historique à Blaye, qui est les réformes constitutionnelles. Le paquet de réformes constitutionnelles et électorales, 27 avril 2026, 4 textes, une révolution institutionnelle. Toujours pour le troisième sujet et le plus structurant de notre histoire institutionnelle récente. Je suis bien sûr ici à Dakar et ici le 27 avril 2026, la présidence de la République a publié un communiqué officiel d'une portée historique. Racine, posez le cadre. Abdoulaye, ce communiqué signé le 27 avril par le coordonnateur de la communication de la présidence annonce officiellement la finalisation de 4 avant-projets de loi. Ces textes sont disponibles sur la plateforme gouvernementale. Le chef de l'État invite les acteurs politiques, la société civile et les citoyens à s'en emparer à Blaye. Je cite, en toute sincérité et dans un esprit constructif, cette invitation au débat met en évidence que nous saluons au juste la transparence. La transparence n'est pas une faiblesse du pouvoir, c'est un manque de maturité démocratique à Blaye. Racine, la révision constitutionnelle, c'est le texte le plus fondamental. Quelles sont les innovations majeures?
Bon, Ablaï, je vous présente 6 innovations les plus importantes. N'étant pas un constitutionnaliste ni un expert, le premier équilibrage au sein de l'exécutif depuis la crise institutionnelle de 62 entre Senghor et Mamadou Dia. Le Sénégal a fonctionné sous un présidentialisme très fort. Ce texte corrige cela. Le Premier ministre devient officiellement chef du gouvernement. L'article 53 est sans ambiguïté par rapport à ça. Le gouvernement conduit et coordonne la politique de la nation sur la direction du Premier ministre. L'article 42 précise que le président détermine en concertation avec le Premier ministre la politique de la nation. Le mot concertation, c'est une première constitutionnelle au Sénégal. Et l'initiative des lois qui appartenaient au président et aux députés est désormais accordée concurremment au Premier ministre. C'est un vrai Premier ministre, pas un chef de cabinet du président Ablaye. La deuxième innovation, la Cour constitutionnelle. Expliquez-nous la transformation. Ablaye, cette transformation, comme je vous l'ai dit en haut, je ne suis pas un constitutionnaliste. Le Cour constitutionnel devient le Conseil constitutionnel devient Cour constitutionnelle. Ce n'est pas seulement un changement de nom, c'est un changement de nature. La composition de 7 à 9, et pour la première fois, 3 membres sont proposés par le président de l'Assemblée nationale. C'est une rupture avec la tradition de nomination quasi exclusive de l'exécutif. Pourquoi le président de l'Assemblée et non l'Assemblée nationale? C'est une question. Un mandat de 6 ans non renouvelable, l'absence de renouvellement est une bonne chose à Blaye, c'est une garantie d'indépendance. Un juge qui ne peut pas être reconduit n'a pas besoin de plaire à qui l'a nommé. Les compétences sont élargies aussi. La Cour peut désormais être saisie de l'exception d'inconstitutionnalité, c'est-à-dire que n'importe quel citoyen engagé dans un procès peut contester la constitutionnalité d'une loi qui s'applique à son cas. C'est un droit nouveau pour chaque citoyen Abdoulaye et c'est à saluer. Troisième innovation, les incompatibilités. Le président ne peut plus diriger un parti politique. Racine, l'article 38 nouveau est explicite. Le président de la République ne peut pas exercer la fonction de chef de parti politique ou de coalition de partis politiques. Il ne peut y occuper qu'une fonction honorifique, entre autres. Donc, par rapport à tout ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Abdoulaye, c'est un changement majeur. Le président Diomaye Faye doit se retirer de la direction effective de PASTEF. Et le Premier ministre qui reste président de PASTEF n'est pas visé par cette incompatibilité puisqu'elle ne concerne que le président de la République. Cette dualité, Premier ministre, chef du gouvernement et président de PASTEF en même temps, crée une ambiguïté politique que la pratique devra clarifier. L'autre incompatibilité, un ministre ne peut plus être chef d'exécutif territorial. Fini les ministres qui gèrent simultanément un département ministériel et une mairie. C'est une bonne disposition de séparation des fonctions. Mais Ablaye, ce qu'il faut noter dans ce sens, c'est qu'on va vers quelque chose que l'opposition politique sénégalaise a longuement demandé. La quatrième innovation, la période post-électorale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Par rapport à ça, l'article 36 nouveau est celui qui n'est pas tombé du ciel. Il interdit aux autorités publiques, entre le scrutin présidentiel et la proclamation définitive des résultats, de prendre des décisions qui engagent substantiellement l'État, notamment sur des contrats, sur des emprunts, sur des concessions ou même sur des conventions. Pourquoi cette disposition? Parce que lors de la transition de mars 2024, entre le scrutin du 24 mars et l'investiture de Diomaye, des inquiétudes avaient été exprimées sur des décisions prises par le dernier jour du gouvernement sortant de Macky Sall. Cette disposition constitutionnalise une période de neutralité obligatoire. C'est une leçon tirée de l'histoire récente et pour moi, c'est une précaution et la décision est bonne. Cinquième innovation, les nouveaux droits des citoyens, Racine. Ça, Ablaye, c'est l'article 8 qui introduit 2 droits absolument inédits dans notre Constitution. Ablaye. Le droit à l'inclusion, une première en Afrique de l'Ouest.
Inscrire l'inclusion numérique dans la Constitution, c'est reconnaître que l'accès à Internet n'est plus un luxe, c'est un droit fondamental. Le gouvernement doit le rendre accessible à tous. Le droit à l'information plurielle, dans un contexte de polarisation médiatique, c'est un garde-fou constitutionnel contre la concentration des médias Abdoulaye. Et la souveraineté du peuple sur les ressources naturelles, l'article 25.1 dit les ressources naturelles appartiennent au peuple et le gouvernement est tenu d'informer l'Assemblée nationale de la signature de toute convention concernant les ressources naturelles. C'est exactement ce lien direct avec le dossier Cosmos que j'évoquais tantôt en haut qui va nous conduire à une innovation, à une sixième innovation constitutionnelle Ablaye. Exactement. La sixième innovation, c'est le droit constitutionnel de l'opposition, Racine. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire également donc par rapport à ça? C'est peut-être la disposition la plus symboliquement forte. L'article 58 nouveau dit la Constitution garantit aux partis politiques qui s'opposent à la politique du gouvernement le droit de s'opposer. C'est la première fois dans l'histoire constitutionnelle sénégalaise que le droit d'opposition est explicitement garanti par la loi fondamentale. Pour un pays qui a connu des arrestations d'opposants, des dissolutions de partis, des restrictions de liberté politique, c'est une avancée démocratique que nous devons saluer sans ambiguïté, mon cher Ablaye. Voilà, et revenons maintenant donc à la CENI, une grande attente de la société civile sénégalaise. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, c'est peut-être la réforme la plus attendue depuis des décennies. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur qui organise les élections, c'est-à-dire le gouvernement en place. L'opposition a toujours contesté cela. L'arbitre ne peut pas aussi être joueur. Un arbitre ne peut pas être en même temps joueur. La CENI, c'est un organe indépendant chargé d'organiser les élections. L'exemple du Ghana ou du Bénin, des pays qui ont fait de leur organe électoral un arbitre crédible et impartial. Si elle est réellement indépendante, mon cher Ablaye, avec des membres non partisans, des ressources propres, une autorité reconnue, la CENI peut transformer le rapport des Sénégalais à leur élection. C'est le test décisif de la sincérité de ces réformes, Ablaye. Alors Racine, votre analyse globale, ces réformes vont-elles dans le bon sens? Mon cher Ablaye, ces réformes vont globalement dans le même sens avec trois nuances importantes. La première nuance, c'est la qualité d'un texte constitutionnel ne se juge pas à sa rédaction. Elle se juge à son application. Une cour constitutionnelle indépendante n'est indépendante que si les juges qui la composent le sont réellement, quel que soit leur mode de nomination. La deuxième nuance, c'est le délai de consultation publique qui doit être suffisant. Ces textes viennent d'être publiés le 27 avril 2026. Le débat doit être réel, pas formel. La société civile, les juristes, les partis politiques, les organisations ont besoin de temps pour analyser, amender, proposer. La troisième nuance, c'est l'ambiguïté Sonko. Le Premier ministre reste président de PASTEF tout en étant chef du gouvernement. La Constitution interdit cela au président de la République, mais pas au Premier ministre. Cette dualité crée une tension entre la doctrine de neutralité que ces réformes veulent instaurer et la réalité politique du pouvoir, Ablaye. Mon verdict final, si ces réformes sont appliquées, dans leurs lettres et dans leur esprit, le Sénégal aura fait un bond institutionnel significatif. C'est un pari que nous devons tous accompagner avec vigilance et avec exigence, tout en ayant un espoir certain, Ablaye. Bravo Racine, envie de se dérouler donc le tapis rouge, je ne sais pas si c'est permis. Un verdict lucide, courageux et équilibré. Ces textes sont disponibles sur le site officiel du gouvernement. Nous invitons tous nos auditeurs à les lire et et en débattre sur Facebook, sur X, sur WhatsApp. Dites-nous ce que vous en pensez. Je suis bien sûr ici à Dakar. Passons au quatrième et dernier sujet de ce soir, la crise au Mali.
notre voisin en péril, ici à Dakar, à quelques centaines de kilomètres de la frontière malienne. Ce qui se passe au Mali n'est pas une abstraction géopolitique. C'est une réalité que nous sentons dans nos marchés, dans nos familles et dans nos frontières. Racine, décryptez-nous la situation depuis Cincinnati. Ablaye, depuis ici à Cincinnati, je structure mon analyse autour de 4 dimensions. La première dimension, c'est la situation sécuritaire. Le groupe État islamique au Grand Sahara et le JNIM contrôlent ou contestent plus de 60% du territoire malien. En 2024, plus de 4000 incidents sécuritaires ont été recensés, le niveau le plus élevé depuis 2012. La deuxième dimension, c'est la réponse militaire de la junte. 3 décisions majeures en moins de 3 ans. 1. Le départ de la MINUSMA en 2023. Plus de 15 000 hommes des Nations Unies. Le coût total, c'était 1,2 milliard annuellement. Le résultat, une hausse de 110% des attaques dans les zones couvertes. 2. Le départ des forces françaises en 2022. C'était 5 000 soldats de Barkhane. Une rupture diplomatique avec Paris. L'arrivée, et aussi en 3, l'arrivée de Wagner, entre 1000 et 2000 combattants russes. Un coût estimé entre 10 et 20 millions de dollars par mois. Pour les résultats sécuritaires très contestés sur le terrain, et pour la troisième dimension, c'est l'impact régional. Le Sénégal, nous partageons 742 km de frontière avec le Mali. Une frontière poreuse, comme vous le savez tous. Des incidents sécuritaires ont déjà été enregistrés dans la région de Kédougou. Sur le plan économique, le port de Dakar traite environ 70% du fret malien. La déstabilisation du Mali, c'est des pertes économiques directes pour le Sénégal. La quatrième dimension, c'est le domaine sous-régional, la CEDEAO qui est sous tension. 15 membres, 750 milliards de PIB combinés, mais une autorité politique contestée comme jamais. Depuis 1975, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont créé l'Alliance des États du Sahel. Institutionnel que nous venons d'analyser au Sénégal, qu'est-ce que vous pouvez donc nous dire par rapport à ça, Racine? C'est une question perspicace, mon cher Ablaï, et le lien est direct. Le Sénégal qui réforme ses institutions, qui crée une CENI indépendante, qui renforce sa cour constitutionnelle, qui garantit l'opposition, le droit de s'opposer constitutionnellement, ce Sénégal envoie un message fort à toute la sous-région. Pendant que le Mali, le Burkina et le Niger ferment l'espace politique, suppriment les partis d'opposition, reportent des élections, le Sénégal choisit de renforcer ses institutions démocratiques. C'est une bifurcation qui peut faire du Sénégal un modèle, ou révéler ses contradictions, parce qu'entre le texte constitutionnel et la pratique politique, il peut y avoir un abîme. C'est notre rôle de le surveiller. Ici à Dakar, nous sentons la douleur du Mali comme si c'était la nôtre, parce que c'est la nôtre. Le Mali et le Sénégal, ce sont deux pays, mais un seul peuple, des Soninké, des tout couleurs, des Peuls, des Mandingues, des familles entières qui traversent nos frontières depuis des siècles. Racine, des mots pour nos frères et sœurs maliens. Des mots à tous les Maliens, à toutes les Maliennes, de Bamako à Tombouctou, de Gao à Kaï, de la diaspora malienne, partout dans le monde, ici même à Cincinnati. Nous vous voyons, nous vous entendons, et nous ne vous abandonnons pas. Le Mali, c'est l'empire du Mali, c'est l'empire Songhai. C'est Sundiata Keïta, le lion du Mandé, qui a bâti l'un des plus, c'est Tombouctou, la ville magique. La cité des 333 saints, qui abritait 180 écoles coraniques, et une université dont le rayonnement intellectuel dépassait les frontières du continent africain, Ablaye. Ce Mali-là, ce Mali de grandeur, de culture millénaire, ne peut pas être vaincu par les crises du moment. Depuis Cincinnati, je vous dis avec conviction, courage, tenez bon. Quatre dossiers majeurs, voilà, 4 dossiers majeurs analysés ce soir. Ce soir, un fil rouge relie 3 de nos 4 dossiers. La question de la souveraineté,
Souveraineté économique avec Cosmos, souveraineté partisane avec la loi sur les partis politiques, souveraineté institutionnelle avec la révision constitutionnelle, c'est le grand chantier du Sénégal d'aujourd'hui. Revenez pour notre prochain épisode parce que le Sénégal et l'Afrique n'ont pas fini de nous Et surprendre. moi, Ici depuis depuis Dakar, Cincinnati, je vous dis à bonne très nuit bientôt. à toutes et à tous.